Ton gamin a volé 8 000 € du fonds, a accusé mon père. Mon frère a aboyé, on l'a filmé. Mon fils pouvait à peine respirer. J'ai simplement montré la vidéo. 5 minutes plus tard, la femme de mon frère a couvert sa bouche de sa main. Jamais je n'aurais pensé devoir défendre mon propre fils contre ma famille. Jamais je n'aurais pensé qu'il se retournerait contre nous comme ça, sans avertissement, sans discussion, juste une accusation lancée comme une brique à travers une fenêtre. Mais c'est exactement ce qui s'est passé mardi dernier. Et il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de contrôle, de mensonges, et de quelque chose de bien plus sinistre qui se glissait subrepticement sous notre toit. Nous vivons tous dans la même maison, mes parents, mon fils adolescent Dylan et moi, mon frère Jared, et maintenant sa nouvelle femme, Maddie. Ils se sont mariés il y a 5 mois. Maddie a emménagé une semaine après le mariage, avec une valise pleine de pulls beige et une voix capable de vous faire saigner les oreilles, si d'aventure vous n'étiez pas d'accord avec elle plus de 30 secondes. Quelque chose a changé après son arrivée. La maison ne ressemblait plus à un foyer. Au début, c'était de petites choses. Le bracelet de ma mère a disparu, puis a refait surface dans le tiroir de la buanderie. L'alliance de mon père s'est volatilisée pendant 2 jours. Maddie a accusé mon fils, Dylan. Bien sûr, les adolescents sont sournois, a-t-elle insinué. Jared hochait la tête, comme une marionnette mécanique. Mais ensuite, quelque chose de plus grave est arrivé. Mon père a ce fonds. Ce n'est pas un compte en banque, c'est de l'argent liquide, de l'argent pour les urgences. Il le conserve dans un tiroir verrouillé de son bureau, et seul Jared et moi savons où se trouve la clé. C'est comme ça depuis des années. On nous a élevés pour en être responsables. Il y avait plus de 8 000 € le mois dernier, et maintenant, tout avait disparu. Complètement. Chaque dollar. Et devinez qui ils ont blâmé? J'étais dans la cuisine quand c'est arrivé. Mon père a déboulé, la clé encore à la main, hurlant que quelqu'un avait vidé le tiroir. Jared était derrière lui, le visage tout rouge. Maddie se tenait dans le couloir, les bras croisés, comme si elle avait attendu ce moment. Jared a dit qu'ils avaient des preuves, qu'ils avaient vu Dylan rôder près du bureau. Maddie a prétendu l'avoir vu une fois avec la clé. Mon père avait l'air sur le point d'exploser. Dylan était assis à table devant ses céréales, complètement abasourdi. Le pauvre gamin pouvait à peine respirer. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai juste demandé qu'on me donne 5 minutes. Puis, je suis allé directement dans ma chambre, j'ai sorti mon téléphone et j'ai affiché la vidéo. 2 semaines plus tôt, j'avais installé une petite caméra de sécurité à l'intérieur du bureau. Personne ne le savait, sauf ma mère. Je ne l'avais même pas dit à Dylan. J'avais l'intuition que quelque chose n'allait pas, et ma mère était d'accord. Elle est âgée, mais parfois, elle voit les choses plus clairement que nous tous. J'ai appuyé sur lecture, et ce que nous avons vu sur cette vidéo est ce qui a tout déclenché. 5 minutes plus tard, Maddie se tenait au milieu de la pièce, fixant l'écran. Sa main s'est levée pour couvrir sa bouche, parce que ce n'était pas Dylan. C'était elle. Elle, et quelqu'un qu'aucun de nous ne reconnaissait. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il ne s'agissait plus seulement de l'argent. C'était la guerre. J'ai mis la vidéo en pause. Personne n'a rien dit. Le bourdonnement du réfrigérateur en arrière-plan était la seule chose qui empêchait la pièce de sombrer dans un silence total. La vidéo montrait Maddie, clairement et distinctement, entrant dans le bureau de mon père, la clé déjà à la main. Rien que cette partie suffisait. Mais ensuite, elle s'est tournée vers le couloir et a fait signe à quelqu'un d'entrer. Un homme l'a suivi à l'intérieur. Aucun de nous ne le reconnaissait. Grand, mince, les cheveux ras, des lunettes de soleil sombre, le genre d'apparence qu'on n'oublie pas si on l'a déjà vu. Ce n'était pas mon cas. Ni celui de mon père. Il avait l'air de quelqu'un qu'on croise pour une transaction sur un parking, pas de quelqu'un qui se promène dans notre couloir en pleine journée. Ils ont parlé un instant. Puis Maddie a tendu la main vers le tiroir de mon père, celui du fonds d'urgence. Elle l'a ouvert, a sorti des liasses de billets et les a tendus au type. Il les a fourrés dans un sac en cuir marron usé. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la porte, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un revienne. L'opération a duré peut-être 1 minute et demie. Puis ils sont sortis tous les deux. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste laissé la vidéo tourner à nouveau. Maddie avait la main sur la bouche.
Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas en colère. Elle était figée. Mon frère, Jared, était livide, comme s'il venait de réaliser qu'il avait laissé le four allumé depuis 6 heures. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Puis, il s'est tourné vers Maddy et a demandé qui était cet homme. Elle n'a pas répondu. Il a demandé à nouveau. Toujours rien. Alors, mon père s'est penché en avant et lui a demandé si c'était la première fois. Maddy a explosé, non pas en larmes, mais en cris. Pas contre l'étranger de la vidéo, ni même contre Jared, mais contre moi. Elle a dit que j'étais malade d'enregistrer les gens dans leur propre maison. Que j'avais violé sa vie privée. Que le vrai problème n'était pas ce que j'avais montré, mais le fait que j'avais espionné comme une harceleuse. Elle pensait pouvoir inverser la situation, me faire passer pour la paranoïaque. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Au lieu de ça, je suis allé dans ma chambre, j'ai sorti la petite boîte sculptée où je gardais le double de la clé, et je l'ai ouverte. Je suis redescendu et je leur ai montré. Elle avait pris ma copie de la clé, aussi. La tension est devenue palpable. Alors, Maddy a continué à fulminer, disant qu'elle avait besoin de l'argent pour quelque chose d'urgent, que nous ne comprenions pas ce qu'elle traversait, qu'elle était sous pression financière. Elle a mentionné des factures médicales, mais sans dire pour qui. Elle a prétendu que nous le saurions bien assez tôt. Mais tout n'était que mensonge. Ça se voyait. Elle n'avait pas peur, elle était prise au piège. Ma mère n'a pas dit grand-chose, mais elle est restée derrière moi tout le temps. Elle savait que quelque chose clochait depuis un moment. C'est pour ça qu'elle avait accepté l'idée de la caméra. À ce moment-là, Dylan avait disparu dans sa chambre. Il n'avait pas prononcé un mot depuis les accusations. Mon cœur était partagé entre l'envie de le réconforter et celle de mettre le feu à chaque mensonge que Maddy avait construit dans cette maison. Cette nuit-là, Jared n'a pas dormi dans leur chambre. Il est resté au sous-sol, les lumières éteintes, essayant probablement de décider s'il devait croire ses yeux ou son ego. Mais le lendemain matin fut pire. Je suis allé vérifier mon tiroir, le petit tiroir en métal dans le coin de mon placard où je gardais mes propres économies. 2000 €. Tout avait disparu. Personne d'autre ne savait qu'il était là, à part peut-être une personne. J'ai vérifié à nouveau les enregistrements de la caméra. Rien. Elle avait appris sa leçon. Cette fois, elle avait évité le bureau, évité tout endroit que j'aurais pu équiper. J'ai fixé le tiroir vide, les poings serrés. Mes économies avaient disparu. Le nom de Dylan flottait encore dans l'air depuis la veille, et Maddy dormait toujours à l'étage, comme si elle n'avait pas mis le feu à cette maison de l'intérieur. Mais je n'allais pas laisser passer ça. Parce que si elle pensait pouvoir voler ma famille, salir le nom de mon fils et s'en tirer, elle n'avait aucune idée à qui elle venait de déclarer la guerre. Je n'ai pas dit un mot le lendemain matin. Pas d'éclat, pas de confrontation. J'ai préparé mon café, je me suis assise à table comme si de rien n'était, et j'ai regardé Maddy se pavaner dans la cuisine comme si elle était chez elle. Elle souriait comme si la journée d'hier s'était évaporée, comme si personne ne l'avait vue tendre de l'argent à un inconnu dans le bureau de mon père. C'est comme ça que j'ai su qu'elle n'avait pas fini. Elle pensait avoir survécu au pire. Elle croyait vraiment que c'était terminé. Jared ne me regardait pas. Il était assis sur le canapé, faisant semblant de faire défiler son téléphone. Je voyais bien qu'il n'avait pas dormi. Mon père a à peine touché à son petit déjeuner. Ma mère avait cette attitude calme et tranchante, celle qu'elle adopte quand elle a dépassé le stade de la colère. Et Dylan, il est resté dans sa chambre toute la journée. Il n'a même pas ouvert la porte quand j'ai frappé. Alors, j'ai laissé de l'espace à Maddy. Je n'ai insisté sur rien. Je l'ai laissé se sentir à nouveau en sécurité. Puis, je me suis mise au travail. J'ai déplacé les caméras, pas seulement celles du bureau. J'en ai placé 2 autres dans des endroits cachés que, je le savais, elle ne remarquerait jamais. L'une pointait vers le couloir arrière où se trouvait ma chambre, une autre dans la salle de bain commune à l'étage. J'ai même bricolé un vieux téléphone avec une application de détection de mouvement dans le placard de la buanderie. Ma mère m'a aidé. Elle était la seule à ne pas remettre en question ce que je faisais. J'ai commencé à vérifier les enregistrements chaque nuit. Les 2 premiers jours, rien. Maddy évitait complètement mon côté de la maison. Jared restait dans son coin. C'était comme si tout le monde attendait que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Mais la 3e nuit,
À 2h43 précises, elle a frappé à nouveau. Elle a descendu le couloir en chaussettes, est passée devant la salle de bain et a ouvert la porte du débarras. Elle y est restée 5 minutes. Quand elle est sortie, elle tenait quelque chose enveloppé dans un torchon. Ça ressemblait à une liasse de papier, pliée et aplatie. J'ai mis la vidéo en pause et j'ai zoomé. C'était un dossier. Un des miens. J'ai couru à l'étage et j'ai ouvert la vieille armoire en métal où je gardais tous mes documents importants, actes de naissance, courrier de la banque, formulaire scolaire, même la carte grise de ma voiture. Le dossier manquait. Il ne s'agissait plus de l'argent. Maddy cherchait autre chose maintenant, quelque chose de plus gros. Le lendemain matin, je l'ai confrontée dans le couloir. Pas à propos du dossier, ni de la vidéo. J'ai juste demandé si elle avait emprunté quelque chose dans mon armoire. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de quoi je parlais, m'a de nouveau traité de paranoïaque et m'a demandé si j'avais besoin de consulter quelqu'un. J'ai souri, non pas parce qu'elle gagnait, mais parce que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Elle ne volait pas au hasard. Elle cherchait un moyen de pression. Elle voulait me piéger dans une sorte de combine. Peut-être usurper mon identité, jouer avec mon crédit. Qui sait? Elle n'était pas seulement avide. Elle était stratégique, et assez stupide pour penser que je ne verrais pas le schéma. Ce soir-là, j'ai appelé un ami qui travaillait dans une société financière privée. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide pour vérifier mon crédit, mes comptes, tout ce qui était suspect. Il a accepté de m'aider et a tout de suite repéré quelque chose, une tentative récente de demande de prêt personnel à mon nom, signalée en raison d'informations discordantes. Elle essayait de saper les fondations de ma vie. Maintenant, je savais ce que je devais faire. Je ne suis pas allé à la police. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai décidé de réduire en cendres tout ce qu'elle construisait, lentement, délibérément, de l'intérieur. Si elle pensait être la seule à pouvoir manipuler cette maison, elle était sur le point d'apprendre ce que ça fait de jouer contre quelqu'un qui a déjà vu la fin de l'histoire. J'ai commencé à tenir un carnet. Chaque mouvement, chaque mensonge, chaque objet qui disparaissait de la maison. Je n'essayais même plus de prouver quoi que ce soit aux autres. À ce stade, je savais déjà qui elle était. Je voulais juste suivre le moment exact où tout s'effondrerait sur elle. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un téléphone a vibré sous le canapé. Pas le mien, pas celui de Dylan, pas un que nous reconnaissions. J'aspirais derrière les coussins pendant que Maddy et Jared étaient sortis, soi-disant pour faire des courses, quand je l'ai entendu. Il était enfoncé profondément derrière le cadre, enveloppé dans une vieille chaussette, un téléphone prépayé bon marché, du genre qu'on achète en espèces dans une station-service. Je suis resté là, le tenant comme s'il était en feu. Il y avait des textos dessus. Des récents, des dizaines. Je n'ai même pas eu besoin du mot de passe, il était déverrouillé. Tu as le reste? N'oublie pas la boîte à gants. Rendez-vous dimanche 15h. Même endroit. La plupart des numéros n'étaient pas enregistrés, mais un contact avait un nom, K. Le dernier message envoyé par K datait de la nuit où elle avait volé mes documents. Il te soupçonne. Ne foire pas tout. J'ai pris des photos de chaque écran. Quand Maddy est rentrée ce soir-là, je n'ai rien dit. J'ai juste demandé comment s'étaient passées les courses. Elle a souri. A dit qu'ils avaient pris des provisions mais oublié la nourriture pour chiens. Nous n'avons même pas de chien. Je lui ai dit que j'avais trouvé un vieux téléphone sous le canapé. Ses yeux ont scié, juste une seconde. J'ai brandi un autre téléphone, un vieux cassé que j'avais sorti d'un tiroir à l'étage. Je lui ai dit que je pensais que c'était celui de Dylan, d'il y a des années. Elle n'a pas dit un mot. Elle paniquait. Jared ne semblait rien remarquer. Il était déjà à moitié déconnecté émotionnellement. Il était plus silencieux avec elle, plus distant. Je pense qu'au fond, il savait ce qui se passait, mais ne voulait pas admettre jusqu'où c'était allé. Mais j'ai fait quelque chose alors que même moi je ne m'y attendais pas. J'ai planté un mensonge ce soir-là. J'ai laissé échapper, assez fort pour que Maddy l'entende depuis le couloir, que j'avais parlé à la banque. Que quelqu'un avait essayé d'accéder à un coffre-fort qui n'était pas à mon nom. Que je recevrais les enregistrements de la caméra de sécurité de la banque dans quelques jours. Il n'y avait pas de coffre-fort. Il n'y avait pas d'enregistrement à venir. Mais 2 heures plus tard, Maddy a quitté la maison, seule. Et quand elle est revenue, elle était en sueur.
Pas de course, pas de sac, rien. Le lendemain matin, le téléphone prépayé avait disparu. Elle avait dû revenir le chercher après que j'ai fait semblant de ne pas savoir ce que c'était vraiment. Mais j'avais déjà les captures d'écran, et ce qui s'est passé ce week-end a tout fait éclater. J'étais dans le jardin avec Dylan, réussissant enfin à le faire sortir prendre l'air. Nous nous lancions un ballon de football quand une voiture s'est garée dans l'allée. Pas n'importe quelle voiture, une Honda noire aux vitres teintées. Le même homme de la vidéo en est sorti. Il n'est pas venu à la porte. Il n'a même pas regardé la maison. Il a ouvert le coffre et en a sorti quelque chose, une enveloppe Kraft. Il l'a apportée à Maddie, qui attendait déjà dehors. Elle avait l'air paniquée, puis furieuse. Ils se sont disputés. Elle n'arrêtait pas de dire quelque chose comme « pas maintenant et je vais m'en occuper ». Je n'entendais pas tout, mais j'en ai entendu assez. Il lui a dit que je savais. J'ai tout filmé depuis la fenêtre de ma chambre. Jared n'était pas à la maison. Mon père dormait. Ma mère était partie faire les courses. Et cet homme a quand même tendu l'enveloppe à Maddie. Elle l'a déchirée, a regardé à l'intérieur, et tout son corps s'est raidi. Puis elle y a mis le feu, là, dans l'allée. Elle a vraiment brûlé ce qu'il y avait à l'intérieur et l'a piétiné comme une folle. C'en était trop. Je n'allais plus attendre. J'ai mis en ligne la vidéo de leur petit échange dans l'allée, je l'ai combinée avec les captures d'écran du téléphone prépayé, et j'ai tout envoyé anonymement à l'adresse email de Jared. Je n'ai même pas signé de mon nom. J'ai juste attendu. Jared n'a pas dit un mot pendant 2 jours. Ni à moi, ni à Maddie. Il se déplaçait dans la maison comme s'il regardait un accident de train au ralenti. Je savais qu'il avait vu l'email. J'avais mis un tracker, et il l'avait ouvert 3 fois. Il a donc gardé le silence jusqu'à samedi soir. J'ai entendu le fracas depuis l'étage. Quelque chose s'est brisé, puis des cris, pas le genre habituel. C'était fort, définitif. Jared ne posait plus de questions. Il accusait. Je suis resté en bas, à écouter. Il avait imprimé chaque capture d'écran, chaque image de la vidéo. Il lui a demandé qui était K. Elle a essayé les mensonges habituels, a prétendu que c'était monté de toutes pièces, a dit que je lui en voulais. Mais Jared n'a pas bronché. Il savait déjà. L'homme de la vidéo ne lui était pas inconnu. Il s'appelait Kyle, un ancien collègue qu'elle fréquentait avant leur mariage. Un type avec un casier judiciaire et un historique de petites combines. Puis est venue la partie qui m'a surprise, même moi. Jared avait appelé Kyle. Il a tout avoué, a dit que Maddie lui avait promis une part de tout ce qu'elle pourrait tirer de la maison. Ils avaient prévu de blâmer Dylan depuis le début. Il a dit qu'elle lui avait raconté que notre famille était trop naïve pour s'en apercevoir. C'est là que Jared a craqué. Il lui a dit de faire ses valises et de partir. Elle a refusé. A dit qu'elle était sa femme. Qu'il ne pouvait pas la mettre dehors comme ça. Elle a commencé à crier des menaces juridiques. Alors, Jared a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a sorti le contrat de mariage. Il l'avait signé avant la cérémonie. Mes parents avaient insisté. La maison n'était pas à elle. Rien de ce qu'il y avait dedans ne l'était. Elle n'avait aucun droit. Le lendemain matin, elle était partie. Sans sac, sans excuse, sans explication. Juste partie. Mais les dégâts continuaient de se révéler. J'ai découvert plus tard qu'elle avait déjà ouvert une carte de crédit à mon nom. Seulement quelques petites dépenses, mais assez pour me forcer à geler mon crédit et à commencer tout le processus fastidieux pour tout remettre en ordre. Jared venait aux nouvelles, calme, respectueux. Je n'étais pas prête à lui pardonner. Il était resté silencieux quand Dylan avait été accusé. Mais il a demandé à parler à Dylan en privé. Ils se sont assis dehors pendant 20 minutes. Pas de cris, pas de larmes, juste une conversation tranquille entre un oncle et son neveu. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, nous nous sommes assis ensemble à table, une chaise vide. Le dîner était calme, pas tendu, juste inhabituel, comme si nous attendions tous de voir si l'équilibre tiendrait. Mon père a passé la salade à ma mère comme si de rien n'était. Jared n'a pas beaucoup touché à son assiette. Dylan gardait ses écouteurs autour du cou, mais il ne s'est pas isolé comme avant. Il était présent. C'était la première victoire. Nous n'avons pas parlé de Maddie, pas directement.
Nous avons juste parlé du travail, de l'école, du fait que le quartier devenait plus bruyant la nuit, le genre de petites choses qui semblent énormes quand on a passé des semaines à vivre sous le poids des accusations et du silence. Mais après le dîner, Jared est resté pendant que je rangeais. Il n'a pas dit grand-chose jusqu'à ce que je ferme le robinet. Il m'a tout raconté. Maddie mentait bien avant que l'argent ne disparaisse. Elle devait de l'argent à des gens, de vraies personnes, pas seulement des agences de recouvrement. Elle était endettée jusqu'au cou. Kyle n'était qu'un des nombreux qu'elle utilisait. Jared avait commencé à remarquer des trous dans leurs comptes, des petits au début. Puis l'argent liquide s'est volatilisé. Et quand elle n'a pas sourcillé, il a su. Il a dit qu'il ne voulait pas y croire, et c'est pour ça qu'il s'en est pris à Dylan si vite. C'était plus facile d'accuser un adolescent, plutôt que d'admettre qu'il avait épousé une arnaqueuse. Je ne l'ai pas laissé s'en tirer si facilement. Je lui ai dit ce que ça faisait de voir mon fils s'effondrer pendant que son oncle le fusillait du regard pour 8 000 €. Jared n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête et a dit qu'il ne l'oublierait jamais. Puis il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait l'argent. La totalité. Il a dit qu'il l'avait pris dans les affaires de Maddie le matin de son départ. Elle l'avait caché dans la doublure d'une valise qu'elle n'utilisait jamais. Il a supposé qu'elle n'avait pas eu le temps de le déplacer avant de brûler l'enveloppe que Kyle lui avait donnée. Il aurait pu le garder ou le rendre à mon père, mais il me l'a donné. Il m'a dit de l'utiliser comme je le jugerais nécessaire, pour Dylan, pour ma tranquillité d'esprit, pour un coffre-fort dont moi seul connaîtrais l'existence. Le lendemain, Dylan a demandé si nous pouvions tous aller prendre le petit déjeuner dehors. Nous sommes allés dans un restaurant où nous n'étions pas allés depuis plus d'1 an. Ma mère a commandé la même chose que d'habitude. Mon père a vraiment ri à l'une des blagues de Dylan. Jared a payé l'addition sans dire un mot. Nous sommes rentrés à la maison et, pendant un instant, personne n'a bougé. Puis mon père l'a dit. La seule chose que personne n'avait osé mentionner. Il a dit, on va s'en sortir, maintenant. Et, je ne sais comment, je l'ai cru. Maddie était partie. Les mensonges, le vol, le poison qu'elle avait déversé dans cette maison, tout était maintenant révélé. Ce qu'elle avait essayé de briser ne s'était pas effondré. Ça avait plié, et maintenant, ça se redressait. Il y a une chaise vide à table, et pour une fois, ça semble juste. Ce week-end-là, Dylan a aidé mon père à nettoyer le garage. Ils ont trouvé une vieille boîte avec ses jouets d'enfance et ont passé 1 heure à les regarder comme si c'était un trésor. Ma mère a fait une tarte, juste comme ça. Jared a recommencé à rester à l'étage, dormant dans son ancienne chambre au lieu du sous-sol. Personne ne l'a dit à voix haute, mais les choses commençaient à se ressouder. Lentement, de manière inégale, mais réellement. Un soir, j'ai surpris Dylan debout dans le couloir devant le bureau, fixant simplement la porte. Je lui ai demandé si ça allait. Il a hoché la tête et a dit, ce n'est plus aussi lourd. La maison non plus. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai su qu'il avait raison. Nous avions survécu à l'incendie. Et dans les cendres, d'une manière ou d'une autre, nous avions trouvé quelque chose qui valait la peine d'être conservé.